RMC, After Allemagne, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne. Vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes, notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Chaque semaine dans l'After Allemagne, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec Loïc Moreau également. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut Polo, salut tout le monde. Le rideau est tombé, messieurs, sur la saison 2024-2025 de Bundesliga. Le Bayern a retrouvé son trône de champion. Dortmund s'est qualifié in extremis pour la Ligue des Champions. Le RB Leipzig ne disputera pas de Coupe d'Europe pour la première fois depuis son accession dans l'élite en 2016, il y a 9 ans. Le tenant du Meisterschale, Leverkusen, n'a pas réédité ses exploits de la saison passée, mais termine deuxième du classement. Une page se tourne avec le départ certain de l'entraîneur Xabi Alonso et celui probable de Florian Wirtz et d'autres cadres du vestiaire. Quelle trace va laisser Xabi Alonso? Que va devenir le Bayern sans ses icônes? Quelles seront les ambitions sportives et économiques? C'est parti pour l'After Allemagne. Et donc, en 2 ans et demi sur le banc du Bayern, Xabi Alonso a accompli des prouesses. Que de records, Lolo. Ouais, il a déjà transformé Leverkusen, donc le club qui ne gagne jamais, en club vainqueur avec le premier titre de champion tant attendu lors de la saison 2023-2024. Le premier doublé aussi coupe championnat pour le club de Leverkusen. Seulement le 6e club allemand à réussir cette prouesse. Un club qui est resté invaincu toute la saison en bully et qui a notamment enchaîné 34 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur aussi en championnat, et surtout beaucoup d'émotions parce que c'était une équipe qui était devenue invincible dans tous les sens du terme. Je te rappellerai tous les matchs où Leverkusen était soit mené, soit tenu en échec et qu'ils ont réussi à gagner dans les arrêts de jeu. Donc il y avait tout, il y a eu les résultats et il y a eu les émotions avec Xabi Alonso. Et donc 34 matchs sans défaite à l'extérieur sur 2 saisons, c'est quand même assez monstrueux. Évidemment, il a porté Polo, Xabi Alonso, Leverkusen à un niveau jamais atteint. Oui, c'était quand même une grande surprise, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on attendait évidemment, structurellement, Leverkusen est un club qui doit se qualifier pour une Coupe d'Europe, de préférence pour la Ligue des Champions. Et puis, il y a eu un phénomène extraordinaire l'année dernière, explicable aussi parce qu'il a eu son effectif très très tôt, et donc la préparation d'avant-saison, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, il n'y a pas que des noms. Et il y a eu un jeu flamboyant, notamment les 6 premiers mois de l'année. Le Bayern aussi n'était pas forcément le plus grand des Bayern en restructuration, etc. Et il y a eu ce phénomène, il a amené très clairement Leverkusen à un niveau footballistiquement qu'on n'avait jamais vu. Il a remporté le titre, Loïc l'a très bien expliqué, Wieskusen qui était toujours second, finalement a réussi à remporter ce titre. Il y a eu un élan au niveau du public allemand, au niveau de la presse allemande extraordinaire autour de ce club, ce qui n'est pas habituel, puisque c'est quand même un club qui est assez méprisé, assez critiqué, puisqu'il appartient à la multinationale Bayer, et surtout, c'est un relatif petit stade, c'est 30 000 places, qui fait rigoler en Allemagne, mais il y a eu une ferveur populaire extraordinaire qui a dépassé le cadre de Leverkusen. On n'avait pas l'habitude, honnêtement, parce que c'est vrai que c'était des losers, Leverkusen, alors qu'il y avait des équipes merveilleuses, et je disais l'année dernière que oui, c'est une surprise de voir Leverkusen remporter le titre 2024, personne ne l'attendait, mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit certaines équipes les années précédentes, et notamment la période 1996-2002, le surnom de Neverkusen ou de Wieskusen, ils l'ont bien gagné parce que quand tu vois les équipes qu'ils avaient à l'époque, le paradoxe, c'est que Leverkusen aurait déjà dû être champion. Et donc c'est arrivé à un moment où personne ne l'attendait, doublé coupe championnat, évidemment la finale de l'Europa League malheureusement perdue face à l'Atalanta, qui mettait fin à l'époque, Polo, à une série d'invincibilité, je crois. Il y avait une 50aine de matchs consécutifs sans défaite, c'est 51, ça, ouais. C'est ça, et alors il y avait évidemment des scénarios un peu particuliers parce qu'ils arrivaient toujours dans les arrêts de jeu à se sauver, etc. Mais si tu regardes les 6 premiers mois de l'année 2023-2024, qui est pour moi l'apogée d'Alonso,
C'était juste extraordinaire, ils étaient injouables. Donc c'est quelque chose de très particulier qu'on a perdu petit à petit. 2024-2025, c'est un peu moins bon, un peu de leur faute. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelques bulles de champagne qui ont été difficiles à digérer. Ce sont, excepté Florian Wirtz, des excellents joueurs, mais pas forcément des grands joueurs. Des jeunes joueurs aussi. N'oublions pas, on est à Leverkusen qui avait l'habitude avoir des joueurs qui sortaient soit du centre de formation, soit d'aller chercher des prospects un petit peu partout en Europe. Mais en tout cas, c'est une période qu'il faudra analyser d'une façon très particulière, puisque la fin de Alonso va en fait confirmer 3 périodes particulières. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la période 1996-2002, où la multinationale Bayer voulait absolument remporter des titres. C'est la fameuse finale de 2002, la volée de Zidane pour le Real, où vous aviez des grands noms du football européen. Vous avez ensuite une période où on demandait à Leverkusen, et notamment la multinationale, qui demandait tranquillement en fait de sortir des joueurs de qualité, parce qu'à Leverkusen on veut de la qualité et pas de la quantité au niveau du jeu. Et dans une logique marketing, c'est qu'on voulait des jeunes sur le terrain pour que la multinationale puisse vendre aux jeunes Allemands de venir travailler justement. Attention, pour cette c'est multinationale Bayer. Leverkusen, pas Bayer. Il fallait produire du beau jeu avec des jeunes, qui était une forme de propagande pour la multinationale Bayer. Donc ça, c'était tout le boulot de Rudi Völler. Et puis là, il s'est passé un truc, donc ça sera une 3e période de 2 ans et demi, avec évidemment Xabi Alonso. Et la grande question évidemment, c'est et maintenant. Justement, on va en parler, mais d'abord, continuons à dresser le bilan de cette page dorée, j'ai envie de dire, Xabi Alonso, parce qu'il a marqué l'histoire de Leverkusen, mais il a aussi marqué l'histoire de la Bundesliga, Lolo. Oui, il avait déjà fait un passage remarqué en tant que joueur à l'époque au Bayern, et à la tête du Bayern, effectivement, il se classe parmi les entraîneurs qui ont le pourcentage de victoires en Bundesliga le plus élevé. Et quand on voit effectivement le top 3 avec Pep Guardiola, Hansi Flick et Carlo Ancelotti, tous avec le Bayern, on mesure aussi l'exploit, que ce soit avec une équipe autre que le grand Bayern qui règne sur ce championnat allemand. 64% de victoire pour Xabi Alonso, c'est vrai que c'est assez énorme, même si, comme l'a dit Polo, il y a eu un petit coup de moins bien cette saison par rapport à la saison passée qui était vraiment exceptionnelle. Polo, tu as parlé de la trace qu'il va laisser à Leverkusen en Bundesliga. Ce sera quoi l'héritage Xabi Alonso au-delà de ses 64% de victoires en championnat, 2 matchs sur 3 gagnés avec Leverkusen? Alors, c'est quelqu'un qui est très très apprécié parce qu'il est excellent en conférence de presse. On l'a connu, évidemment, Loïc vient de le dire, en tant que joueur, de grand joueur au Bayern Munich, en étant passé par le Real et Liverpool notamment. Il a montré la voie à suivre, c'est-à-dire que tout le monde l'adorait en fait. On s'y attendait pas, encore une fois. C'est un coach en devenir. On verra ce qui va se passer l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que sa trace, il a montré qu'avec une équipe théoriquement moins forte que d'autres, on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'oublie pas que dans l'effectif, il y avait juste un petit Florian Wirtz, il y avait Boniface qui avait déjà très bien marché en Belgique, Frimpong, ça a été une véritable révélation, Grimaldo, excepté peut-être les spécialistes du football portugais, c'était pas un nom qui sortait systématiquement lorsqu'on parlait des latéraux. Il a réussi en fait à faire un amalgame et à motiver son équipe. Et en début de saison, Terrier nous le disait, il dit faites tourner le ballon, ça va venir. Il y a un moment, ça va venir. Donc ça, c'est un peu l'instant présent de quelque chose d'extraordinaire, et on le remercie pour son passage en Bundesliga. Très clairement, à l'instant T, on pense que c'est une perte pour la Bundesliga et pour sa compétitivité. Mais là où où j'ouvre une petite fenêtre, une petite lucarne, c'est qu'il faut aussi peut-être se rendre compte que cette équipe était un peu en fin de cycle et que la gestion de certains joueurs par Xabi Alonso est peut-être un petit peu délicate. Ça, il va falloir attendre l'année prochaine que certains joueurs s'expriment un petit peu, parce que la façon dont il a géré et Boniface et Patrick Schick, pour moi, j'ai pas trouvé ça terrible. La façon dont il a éliminé l'Allemand Hoffmann, c'est franchement pas terrible. D'ailleurs, il se parle quasiment plus, et en interview, Hoffmann ne parle pas du tout de Xabi Alonso. Il cite même pas son nom. Andrich a demandé à partir.
il y a différents joueurs comme ça où on n'a pas bien compris pourquoi ils ont été mis sur le banc. Et donc Kosunu, je vous rappelle, qui est parti à l'Atalanta et qui ne reviendra pas à Leverkusen, donc ça a été un échec de Lanzo. Et donc il faut peut-être que derrière cet écran extrêmement fabuleux de la réussite de Leverkusen, il y a une gestion de l'effectif et du club qui est peut-être un petit peu plus complexe. Et j'attends avec impatience l'année prochaine que certaines langues se délient à Leverkusen pour nous expliquer que oui, c'était très bien, mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu parlais de Martin Terrier, on vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast consacré donc à Martin Terrier, podcast de l'After Allemagne, c'était en début de saison et c'est disponible évidemment sur toutes les plateformes pour réécouter cet épisode avec Martin Terrier, joueur du Bayer Leverkusen, même s'il a été blessé encore une longue partie de la saison. On parlait donc de la trace qu'il a laissée à Leverkusen et en Bundesliga, et c'est vrai que quand on regarde l'histoire du club du Werkself, Xabi Alonso fait mieux que Klaus Toppmöller ou Christoph Daum. Tu parlais, Polo, de ces deux périodes, notamment cette période dorée, donc au tournant des années 2000. On voit que Xabi Alonso, eh bien, avec 2,14 points par match, fait mieux que Daum et Toppmöller. En termes de buts par match, c'est également plus élevé. Ces équipes marquent plus de buts. Et donc voilà, donc c'est quand même une trace assez importante. Mais pour arriver à ce niveau de performance, Lolo, il y a aussi l'argent qui a été mis à disposition de Xabi Alonso, parce que certes, il a dû vendre, mais il a aussi eu la possibilité de recruter et des bons joueurs. Effectivement, en fait, en préparant l'émission, quand on en a discuté notamment avec Polo aussi la semaine dernière, c'est ce qu'on a regardé, c'est de voir est-ce que l'enveloppe de transfert qui lui avait été allouée était supérieure. Et effectivement, on voit qu'il a été quand même assez gâté, Leverkusen a acheté durant son règne donc pour 138 millions d'euros de joueurs contre 102 millions d'euros de ventes. Alors parmi les joueurs qui sont arrivés, Polo citait Boniface, il y a aussi Granit Xhaka, Jonas Hoffmann, Martin Terrier, effectivement. Pardon ? Nathan Tella. Oui, Nathan Tella aussi, oui. Et côté départ, on a eu Moussa Diaby qui est parti. Lui, c'est la moitié. 55 millions d'euros, clairement. C'est la moitié de l'argent reçu. C'était une belle vente. Michel Bakker aussi, l'ancien parisien, Serdar Azmoun, l'Iranien. Mais c'est vrai que par rapport à ses prédécesseurs en fait à Leverkusen, on voit qu'il y a quand même un gap en termes de balance. Tu sais, quand tu fais la différence entre les dépenses et les revenus, on va dire que Leverkusen lui a concédé un peu plus de l'Est qu'à ses prédécesseurs. Donc il y a une volonté aussi de la part de Caro, le CEO, le boss de Leverkusen, de lui donner les moyens d'arriver à ça, d'arriver à ses ambitions, notamment de gagner le titre. Et c'est passé à un cheveu non pas quand même pas si proche que ça, mais disons, on a été quand même finaliste de Coupe de Ligue Europa, et ça, pour le coup, c'est le seul point noir qu'il y a eu dans la saison précédente. Ouais. Et n'oublions pas que cette saison, Leverkusen est tout de même deuxième derrière le Bayern de compagnie, qui a été très fort aussi. Polo, il a été gâté par ses dirigeants. Xabi Alonso, il a eu les coudées plus franches que ses prédécesseurs. C'est ça en fait, et c'est la grosse question, parce que en début de saison 2024-2025, il y avait des rumeurs comme quoi, vous savez, le club de Leverkusen appartient à 100% à la multinationale Bayer, et dans les bureaux de la multinationale Bayer, il semblerait que quelques directeurs financiers n'étaient pas tellement contents de l'évolution des coûts du club de Bayer Leverkusen. Imaginez une filiale qui fait un petit peu ce qu'il veut, et il y a quand même la maison mère qui, au bout d'un moment, commence à dire « Oula, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Donc ça a dû être, alors évidemment j'étais pas dans les bureaux, mais il y a dû y avoir des négociations très importantes entre Xabi Alonso, le président espagnol, ne l'oublions pas, Caro, et puis les responsables de la multinationale Bayer, pour dire écoutez, regardez ce qu'on vient de faire, j'ai besoin absolument d'augmenter mon effectif, etc. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que là, aujourd'hui, c'est la fin de l'ère Leverkusen, et évidemment, des multinationales ne sont pas là pour faire de la morale auprès des personnes, ils sont pas là pour faire du sentiment. Il semblerait que depuis 15 jours, 3 semaines, la multinationale Bayer ait forcé le départ de certains joueurs pour récupérer des plus-values. Donc ça veut dire aussi qu'on n'est peut-être pas tellement content de ce qui s'est passé sur on va dire, les 18 derniers mois, et que, encore une fois, il n'y a pas de milliardaire qui dépense son argent comme ça en Allemagne. Même la multinationale Bayer, qui pourrait d'ailleurs dépenser des dizaines de millions s'il le souhaitait, ne le fait pas. Et donc il y a une forme de reprise en main de ce qui se passe à Leverkusen. Donc c'est vrai que pour lui, et ça pose une question, parce que ça pose la question de la véritable taille de Leverkusen en fait. Leverkusen est un club que moi je trouve admirable par rapport aux jeux qu'ils produisent, par rapport aux jeunes qu'ils ont sortis, Kai Havertz et Florian Wirtz, les deux plus récents et les deux plus connus. Mais ce qui m'intéresse avec Xabi Alonso, c'est que lui, il veut
montrer qu'il est demain un grand entraîneur, et donc il veut les moyens. Et donc il force un petit peu Leverkusen à se plier à ses desiderata et d'aller chercher les joueurs qu'il veut. Il y a eu très clairement beaucoup de joueurs d'origine latine qui sont arrivés, qui posaient d'ailleurs quelques questions sur l'évolution du jeu à Leverkusen. Certains joueurs se retrouvaient sous le banc alors qu'ils avaient des valeurs théoriquement sur le marché importantes. Et donc là, il y a peut-être une reprise en main de la multinationale sur la période Xabi Alonso aussi. Alors c'est intéressant parce qu'en lorsqu'il y a eu le match Leverkusen-Bayern, il y a eu une conférence de presse, enfin c'était pas une conférence de presse, c'était plutôt une réunion entre les responsables de Sky qui ont fait avec Max Eber, le manager du Bayern, et le président Caro, ils ont fait une conférence ensemble, ils se sont posés qu'est-ce qui se passe et ce qui va pas, et Caro disait qu'Havertz était parti de Leverkusen parce que on ne lui offrait pas le moyen de gagner des titres. Et donc peut-être que cette période a permis à la multinationale de laisser un peu de lest, de lâcher du lest pour l'achat de différents joueurs. Mais on sent aujourd'hui quand même qu'il y a une reprise en main de la multinationale. Et donc j'attends avec impatience ce qui va se passer l'année prochaine, parce que encore une fois, c'est pas dans la culture du football allemand ni dans la culture de la multinationale Bayer, qui paye déjà énormément. Alors c'est un club qui fait à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un club qui doit viser la Ligue des Champions ou au minimum l'Europa League chaque année. Mais là, on sent bien que si Wirtz part, alors que pendant quasiment un an, on nous a fait comprendre que ça serait plus à la fin de la saison 2025-2026, c'est plus une décision de la maison mère que du président Caro ou du club tout simplement. Alors la première interrogation évidemment de l'été, avant de parler des joueurs, dans un instant, c'est d'abord l'entraîneur. Donc Xabi Alonso part au Real Madrid, c'est désormais officiel depuis plusieurs jours. Qui va le remplacer sur le banc à la Bay Arena? On a beaucoup parlé d'Erik ten Hag. Visiblement, il serait aussi pressenti pour succéder à Farioli à l'Ajax Amsterdam. Est-ce que c'est vraiment le premier choix, Polo, Erik ten Hag? Et si c'est pas le premier choix, quels sont les autres noms pressentis pour succéder à Xabi Alonso? Alors, ce serait plutôt encore un Espagnol. C'est Fabregas qui est en Italie. Je pense que Ten Hag a été sondé, etc., pour voir est-ce que c'était encore possible. Mais il semblerait... Alors, peut-être qu'il y a cette filière espagnole, j'ai envie de dire, qui se met en place à Leverkusen et qui permet d'attirer... Parce que ça, c'est aussi des choses dont on parle assez peu, mais attirer des joueurs allemands, même si quand t'es Leverkusen, c'est compliqué parce que les tarifs sont souvent assez exorbitants. Or, on connaît un peu la situation du football espagnol avec des clubs qui travaillent très bien sur la formation, mais qui sont moins, on va dire, gourmands peut-être sur certains transferts. Et ça permettrait peut-être de continuer de ramener des joueurs ibériques en Allemagne. Donc, celui qui aujourd'hui, on va dire, chez les médias, on nous fait comprendre que c'est lui qui est en tête d'affiche, c'est plus Fabregas que Ten Hag. Maintenant, on n'est pas à la surprise de voir arriver quelqu'un. Mais Fabregas, ce serait intéressant parce que moi, je l'aime beaucoup, ce qu'il a fait en Italie. Ten Hag, on le connaît, et on connaît son caractère aussi, c'est pas évident. Mais là, on va vraiment avoir de toute façon. Là, ça va être très compliqué parce que au niveau de la presse, il va vraiment falloir couper avec Xabi Alonso parce qu'on va sûrement avoir un 11 de départ l'année prochaine. À mon avis, aux 2/3 changés. Donc, on va évidemment commencer les comparaisons avec Xabi Alonso et son effectif, mais on va vraiment fermer le chapitre et commencer quelque chose de nouveau. Donc, on va peut-être retrouver un ancien Leverkusen d'ailleurs, avec des jeunes, etc. Donc, ce sera évidemment très intéressant à suivre, mais peut-être moins successful, on va dire ça comme ça. J'ai du mal personnellement à voir Fabregas quitter le projet de Com pour celui de Leverkusen, sachant que ton meilleur joueur va partir. Et on va le dire à l'instant, peut-être Lolo, quand on regarde le 11 type de l'année, qui a beaucoup changé quand même. Mais voilà, il y a peut-être la moitié de l'équipe type qui va partir. Là. C'est ce que disait Polo. Déjà, Jonathan Tah, donc lui, il est au cœur de toutes les rumeurs. Il y a le Bayern qui est dessus, il y a le Barça qui est dessus. Donc lui, grosse valeur marchande aussi, l'international allemand. Il y a Grimaldo aussi, donc l'Espagnol qui est arrivé de
Benfica et qui a vraiment aussi cartonné avec Leverkusen. Et qui fait des appels du pied à l'Espagne. Ouais, et au Real notamment. Frimpong, il est sur le départ puisque Liverpool devrait l'officialiser assez prochainement pour remplacer Trent Alexander-Arnold qui a signé lui au Real. Et évidemment, la question à 10 000 balles, c'est Florian Wirtz qui apparemment donc n'intéresse plus Manchester City parce qu'il serait trop cher, serait trop compliqué. Mais il y a toujours le Bayern et le Real. On en parlait tous les trois avec Polo et toi dans un podcast il y a très peu de temps. Donc effectivement, là, on se dit, normalement, Leverkusen va récupérer pas mal de Deutschmark par rapport aux ventes qu'il va y avoir cet été. En revanche, effectivement, pour le nouvel entraîneur, ça n'aura plus rien à voir et ce sera une équipe qui sera vraiment transfigurée par rapport à celle de Xabi Alonso, celle qui a donc gagné la boulie. Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu le terme de Deutschmark. J'avais envie de le placer. Mais j'ai vu ça. La moitié de l'équipe, et j'ajouterais même Andrich et Granit Xhaka qui est annoncé en Turquie. Ça fait beaucoup quand même si la moitié de l'équipe titulaire part, Polo. Oui, alors ce qui est toujours intéressant, c'est que nous, on est là avec nos petits papiers et évidemment, nous, ça fonctionne toujours. Hein. Quand on a envie de faire partir un joueur, on le fait sur nos écrans, sur nos tableurs Excel, etc. Mais moi, ce que je constate aussi à Leverkusen, et c'est pour ça que j'attends beaucoup la saison prochaine ou que certaines langues se délient sur la façon de manager l'équipe par Xabi Alonso, puisque 8 semaines avant la perte officielle du titre, on avait quasiment le sentiment que Xabi Alonso, lui, était pas sûr de rester, mais la presse allemande et notamment Journal Kicker nous avait fait comprendre que la prolongation de Wirtz était quasiment sûre, que différents joueurs, excepté Frimpong qui demandait depuis un certain temps, ou Jonathan Tah qui depuis plusieurs mois disait qu'il allait partir, qu'on allait pouvoir continuer un petit peu comme ça, et que Xabi Alonso restait à Leverkusen une année de plus, c'était du 50-50. Et il s'est passé quelque chose que moi je mets, en tout cas qui m'interroge, puisque je le mets en corrélation avec des résultats de fin de saison qui sont comme si le club avait explosé, comme si l'équipe avait explosé. Le président Caro, qui pourtant était toujours très sympathique avec Xabi Alonso, lui a mis très clairement la pression en disant « on veut savoir si tu restes ou si tu pars ». N'oublions pas qu'il avait encore un an de contrat et que officiellement, si Leverkusen ne voulait pas le laisser partir, il ne serait pas parti, mais il y avait un fameux gentleman agreement. Simon Rolfes, le directeur sportif, avait dit en gros, si Liverpool, le Bayern ou le Real se pointent, Xabi Alonso, on l'autorisera à partir. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé sur le dernier trimestre me semble est toujours apporte beaucoup d'informations sur ce que c'est qu'un club de football et sur la fragilité des équipes qui sont des véritables Formule 1. Et dès qu'il y a un petit grain de sable qui arrive, t'as l'impression que tout peut exploser. Et on pense toujours que les gens aiment le maillot, sont contents d'être là, etc. Or, on se rend compte que c'est juste une communauté d'intérêt et que là, à mon avis, si l'année prochaine, les 2/3 de l'effectif de l'équipe type ne sont plus là, je ne serai pas surpris. Et donc, il va falloir vraiment recommencer à reconstruire. Et là, ça va être très, très compliqué. Donc, Xhaka, je suis pas trop. Andrich, qui était pourtant quelqu'un de très important pour le groupe, lui-même a demandé de partir parce que là, ça fait partie de la gestion de Xabi Alonso, a commencé à le mettre petit à petit sur le banc. C'est vrai qu'il y avait une grosse concurrence avec Palacios notamment, ou Garcia. Grimaldo, ça fait des mois qu'il nous explique qu'il aimerait bien retourner en Espagne. Frimpong, tous les mercatos, que ce soit un mercato estival ou un mercato hivernal, il nous explique qu'il veut partir. Boniface, il aurait déjà dû partir en hiver. Jonathan Tah, on l'a dit. Hincapié, grosse valeur Hincapié. Son agent, il y a 48 heures, nous a fait comprendre qu'il aimerait bien partir aussi. Le gardien numéro 2, on n'en veut plus. Le gardien numéro 1, Radecki, il commence à faire son âge. Donc tout ça fait qu'il risque d'y avoir un été extrêmement mouvementé du côté de Leverkusen. Et on devrait voir, Lolo, un record avec la probable future vente de Florian Wirtz, un record de vente du côté du Bayern qui a pourtant déjà très bien vendu certains joueurs. Oui, on estime effectivement un départ potentiel de Wirtz à plus de 100 millions d'euros et ça c'est juste l'indemnité transfert. On vous passe évidemment le salaire qui est absolument stratosphérique aussi. Mais effectivement, si on prend les plus grosses ventes à date de Leverkusen, Kai Havertz en tête à 80 millions d'euros. Moussa Diaby, dont on parlait, tu disais qu'il avait rapporté la moitié des 100 millions
d'euros de vente sous Xabi Alonso. Leon Bailey aussi. Hugminson, ça c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il a joué à Leverkusen. Ouais, 10 ans. Mais effectivement, il avait rapporté 30 millions d'euros. Et Julian Brandt aussi, 25 millions d'euros. Donc effectivement, quand on voit aussi les dates à laquelle ont eu lieu ces transferts, ils sont assez récents. Mais il y a peu de doute qu'on devrait pulvériser effectivement ce top 5 avec les joueurs qui sont annoncés sur le départ. Polo, tu as 1 minute pour nous dire où va signer Florian Wirtz et pour combien? Le Bourbier. Moi, je pense qu'il va signer au Bayern. Mais peut-être pas cette saison. Je reste dubitatif sur un transfert cet été, en fait. Ok, et pourquoi? Parce que je suis pas sûr que le Bayern ait les moyens financiers en ce moment de se payer Florian Wirtz. Et même s'ils le veulent, même s'ils ont fait une communication très particulière, je me demande s'il va pas débarquer en 2025-2026. Je finis juste que c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'anciens internationaux allemands en ce moment, alors que Musiala et Wirtz, ça fonctionne très bien ensemble en équipe nationale, qui se posent la question où est-ce qu'on va mettre Wirtz au Bayern. Bah, c'est pas compliqué. T'as Harry Kane, t'as Musiala en numéro 10, t'auras Olise à droite et Wirtz à gauche. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, mais il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que ça va marcher? Bah, en tout cas, ça marche en équipe nationale, donc il y a pas de raison. Par contre, pour la Bundesliga, va pas falloir se poser la question qui sera champion pendant les prochaines années. Hein. Ah bah si Wirtz est signé au Bayern, effectivement, ce sera plus compliqué. On en reparlera évidemment dans l'After Allemagne. Merci Polo, merci Lolo, merci. Et on se retrouve très vite évidemment pour un nouvel After Allemagne. Ciao, ciao. RMC After Allemagne.